c'est bon. On commence. Merci à tous d'être là. Merci aux orgas d'organiser une conférence. Parce qu'on sait que c'est beaucoup de boulot. Aux sponsors de sponsoriser ce genre d'événement parce que c'est important. C'est aussi eux qui font vivre les confs. Et donc là, nous, on est là toutes les deux à vous faire ce talk pour la première fois ensemble. Et donc, avec toutes les deux une expérience dans les medtech. Et puis, côté réglementaire, donc, pour Alexandra. Et puis, côté produit, pour moi, on accompagne toutes les deux des entreprises sur ces thématiques-là. On va commencer direct. Première question qu'on a pour vous, histoire de plonger dans un sujet, c'est... On va vous demander de trouver une maladie. Donc, quelle maladie provoque une douleur entre 7 et 10 pendant plusieurs jours, sachant que 7, qu'est-ce que c'est? 7, c'est une colique néphrétique, c'est une rage de dents. Okay, donc, on est quand même sur un niveau de douleur, on n'est pas très très bien. Et 10, c'est un infarctus. Okay, et donc, on a ces douleurs-là pendant plusieurs jours. Un autre indice? Et qui met en moyenne 7 ans à être diagnostiqué. Ça, peut-être, ça vous fait tilt. Un dernier indice? C'est ça. Qui revient tous les mois. Est-ce que quelqu'un l'a? J'ai entendu. C'est ça. Allons-y, c'est de ça qu'on parle. Cette maladie, c'est effectivement l'endométriose. Marie, elle souffre depuis l'adolescence, comme de nombreuses femmes d'ailleurs. Et à chaque cycle, la douleur revient. On lui répète que c'est normal, que c'est comme ça en fait chez les femmes. Alors nous, aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour changer ça. Alors, on n'est pas médecin, les super-héros du quotidien, mais on est dans la tech. Mais on est dans la tech, mais on n'est pas juste dans la tech aussi. Quand même, ce que je disais, c'est qu'on est dans les medtech. Donc, c'est-à-dire, moi, je suis ingénieur biomédical de formation et ça fait 20 ans que je fais du logiciel médical. Et moi, je suis biologiste de formation et ça fait plus de 10 ans que j'accompagne les medtech justement sur toutes ces questions-là. Donc, voilà, c'est juste pour vous dire que nous aussi, on peut faire bouger les lignes et pas seulement de code. Et donc, ce qu'on va vous montrer là, ça va être un exemple concret justement de projet qu'on peut mener sur l'endométriose. C'est bien sûr pas nous qui l'avons fait. Et dans la médecine, en fait, la première étape lorsqu'on veut faire bouger les choses, les faire avancer, ça va être de trouver un biomarqueur. Un biomarqueur, c'est quoi? C'est juste un marqueur biologique, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va pouvoir mesurer, qui va nous permettre de détecter ou de mesurer une maladie. Par exemple, pour le diabète, ça va être la glycémie. Pour le cancer, ça peut être un gène ou une protéine. Donc voilà, on va essayer de trouver ce biomarqueur. Comment on fait? On s'y prend comme dans n'importe quel projet data, IA. La première étape, ça va être de collecter de la donnée. Collecter de la donnée, spoiler alert, en médical, c'est pas si simple. Pourquoi c'est pas si simple? Déjà, si on parle là de données génétiques. Données génétiques, pour que vous rendiez compte, la volumétrie, les données génétiques d'un patient, c'est 15 gigas. On veut travailler sur 1000 patients. Voilà. Quand on parle génome, c'est quand même normalement ce qui caractérise un individu. Comment on fait pour anonymiser ça, d'accord, pour pouvoir le sortir et aller faire de la recherche dessus? C'est ce genre de questions, sachant que je n'ai pas entamé le sujet de aussi comment on automatise, parce que vous ne vous rendez pas compte à quel point la collecte de données dans le milieu médical est manuelle, c'est-à-dire avec vraiment des personnes qui vont aller rechercher manuellement dans les dossiers pour compléter des infos. Donc, la première étape, c'est on y arrive, on collecte des données. La deuxième, on va entraîner un modèle, et on va entraîner ce modèle justement à travailler pour détecter ce biomarqueur qui va nous permettre après, derrière, de travailler sur cette maladie et de faire évoluer la médecine sur la maladie. On va donc valider sur des jeux de données qui sont indépendants. Retour à la case 1, je vous redis, jeux de données indépendants, il faut plus de données, c'est toujours aussi compliqué. Donc voilà, et puis une fois qu'on a fait ça, on a prouvé que notre modèle marche, c'est super, on va l'utiliser dans la vraie vie. On est trop fort, trop forte, on va mettre quand même un féminin. Donc trop bien, c'est super, allons-y. Et donc là, ce qu'on va vous dire après, c'est inspiré de la vie réelle, mais ce n'est pas la vie réelle, d'accord? Mais voilà, c'est juste pour prévenir. Imaginez, vous avez votre femme, votre fille, votre mère. Ça fait 7 ans là, qu'elle est en errance médicale et puis elle voudrait un diagnostic. Et donc là, ça y est, on lui a sorti un test. Elle espère quand même essayer de savoir qu'est-ce que j'ai en fait pour pouvoir bien me soigner. Et puis là, elle appelle, on lui dit on est désolé, on a perdu votre résultat. Ok, bon, vous imaginez. Et donc là, quand on est dans la tech, on se dit non mais c'est juste pas possible, on ne perd pas un résultat numérique. D'accord? Il est quelque part. Donc je sais que moi, derrière, il va y avoir des logs, il va y avoir de l'audit trail, il va y avoir des choses qui vont me permettre d'aller retrouver ce résultat. Et donc ces choses-là, c'est parce qu'en fait, on sait que derrière, il y a des devs qui ont bien fait leur boulot et qui ont des bonnes pratiques de dev. Avec, par exemple, le clean code. Il va nous dire il faut que votre code il soit lisible, il soit compréhensible, il soit structuré, et puis donc avec aussi des algos derrière qui sont clairs et explicables. Et tout ça, traçable. Tout ça, c'est tracé justement, c'est ce qu'on essaye de faire quand, par exemple, quand on utilise des logs, à expliquer que fait le logiciel, quand et comment, pourquoi il le fait.
Donc on se retrouve avec des logs qui nous permettent d'analyser, et c'est les bonnes pratiques de dev, évidemment. Mais ce n'est pas que ça. Pendant que justement, vous, en fait, vous parcourez ce processus de cycle de développement logiciel, derrière, vous appliquez une norme sans le savoir, qui s'appelle effectivement processus du cycle de développement logiciel de dispositif médical. C'est la fameuse 62304. Et en fait, cette norme, c'est un peu le clean code du dispositif médical. Elle va imposer d'avoir une architecture claire, des exigences traçables et des tests systématiques. Elle va aussi demander une vraie gestion du changement, c'est-à-dire que chaque bug, chaque évolution doit être analysée, corrigée, testée, révisée. Et donc, la 62304, elle va vraiment formaliser tout ça. C'est déjà ce qu'elle fait, sauf qu'en plus de tout ça, elle va ajouter la preuve. Donc là où le clean code, lui, va parler de qualité, la 62304, elle va parler de confiance. Elle va transformer vos bonnes pratiques de dev en preuve. Donc là, si vous me suivez bien, votre femme, votre mère, votre fille, là, on lui a perdu son résultat. Heureusement, les devs ont bien fait leur boulot, on a retrouvé le résultat. Et puis là, elle appelle, et puis donc ça y est, elle l'a enfin, et on lui dit non, ben, c'est négatif. Ok, c'est reparti, je vais encore continuer à chercher, pourquoi, etc. Elle se dit, mais j'aimerais bien comprendre, vous êtes sûr, c'est négatif, pourquoi? Et donc là, on lui dit, oui, non, on a une IA qui tourne, l'IA, elle dit, c'est 100% sûr, c'est négatif, on ne sait pas pourquoi, mais on a confiance dans l'IA. Ok, mais là, on passe sur le mode boîte noire, quoi. Et quand la boîte noire sur nos vies, c'est un peu too much, ça ne marche pas comme ça. On le sait, quand on fait donc, de l'IA, il y a toutes les bonnes pratiques de MLOps. Et le MLOps, il dit qu'on va essayer de chercher de l'explicabilité. Maintenant, ça fait quelques années qu'il y a des guidelines qui sortent sur comment travailler sur ce côté explicabilité. On ne peut pas faire dans le médical un algo où on ne sait pas pourquoi il marche. Et donc, on va mettre en place ce qu'on connaît dans les bonnes pratiques de MLOps, qui sont par exemple des indices de confiance, se dire, en fait, quand je sors un résultat, quelle est la confiance que j'ai dans ce résultat? Est-ce que, oui, très sûr ou moyennement sûr? Et puis après, hop, ça va bouger. Non, c'est bon. Et donc là, ça, aller regarder les indices de confiance. Et le deuxième aussi, je me suis perdue dans les explications. Indice de confiance, de toute façon le MLOps, ouais, c'est fiabilité, traçabilité, monitoring. C'est ça. Et donc ici, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir pouvoir... Non, vraiment, j'arrive pas à retrouver ma pensée, mais... Faire la même chose côté... voilà, comment ça se traduit côté réglementaire? C'est ça. C'est-à-dire que de toute façon, les pratiques que vous mettez côté MLOps pour pouvoir avoir de l'explicabilité, c'est des choses qui sont demandées côté réglementaire aussi. Et donc voilà, il y a exactement les mêmes demandes côté réglementaire. Et pour ça, on va suivre le règlement sur l'intelligence artificielle, d'où son petit nom, l'IA Act aussi, on le connaît plus sous IA Act, en ce moment tout le monde en entend bien parler, qui va exiger quoi? Que le professionnel, en fait, il puisse comprendre, superviser et surtout contredire l'algorithme qu'il utilise. Parce qu'une IA opaque, ce n'est pas seulement une dette technique, ça va être aussi une dette réglementaire. Donc en dev, vous avez effectivement le MLOps, comme vous a dit Montaigne, avec tout ce qui est fiabilité, traçabilité, monitoring. Côté cycle réglementaire, c'est tout simplement du MLOps, mais encore une fois, on va rajouter des preuves. Vous voyez le pattern qui se répète? En fait, on utilise aux bonnes pratiques de dev, et la seule chose qu'on rajoute, c'est les preuves. Et là, en fait, on bascule à respecter déjà des exigences réglementaires. Troisième cas pratique. Donc, au début, on avait perdu le résultat, il était négatif, et finalement, coup de fil le lendemain qui dit « Ah on a relancé l'algo, finalement, votre résultat est positif. » Et là, fait « Waouh, j'y crois pas, en fait. C'est quoi cette histoire ?» Et là, c'est tout le côté reproductibilité. Nous, on sait, côté dev, que, en fait, si notre application change de comportement du jour au lendemain, on a un problème, sûrement de régression. Donc, il y a tout le côté des tests. On ne va pas faire tout et n'importe quoi. On va aller travailler sur les tests. On va aller mettre des tests unitaires pour valider les composants. On va aller mettre des tests d'intégration et surtout de la non-régression qui va éviter le fait que l'application change d'un jour à l'autre. Et c'est la base de notre métier. C'est ça. Et finalement, dans le réglementaire, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a le même réflexe que le TDD, c'est qu'on va vouloir prouver que le code fait ce qu'on veut. Donc, rappelez-vous justement la 12304 qui disait tester tôt, souvent, et tracer les résultats. Donc ici, c'est la même chose, sauf qu'en dev, le TDD prouve que le code fait bien ce qu'on veut, et en santé, il va prouver qu'il le fait de manière fiable et pour de bonnes raisons. Et donc, tu peux y aller, voilà. Et là où le TDD va donner la certitude technique, la 12304, elle en fait une preuve auditable. Toujours. On ramène toujours sur la preuve. Ah non. J'ai un problème.
Non, si, ok. Oui. Donc oui, ok, très bien. Donc votre résultat, il est, ça y est, on a vérifié, c'était vraiment vrai, le résultat est positif, il n'y a pas de souci. Donc là maintenant on commence à avancer et puis par hasard à la maison, un jour il y a l'assureur qui appelle et qui dit ah, j'ai revu votre dossier, j'ai eu des infos un peu sur votre dossier médical, au vu de vos résultats, votre cotisation va augmenter. Et là, on fait, mais quoi? C'est pas juste pas possible. Alors évidemment, l'assureur, il ne va pas hacker l'hôpital, d'accord? Il n'est pas en mode, oui, je vais aller chercher des données auxquelles je n'ai pas le droit. Mais par contre, que de la donnée sorte d'un hôpital parce qu'elle est mal gérée, ben, c'est possible. Alors évidemment, avec le temps, maintenant, les hôpitaux sont de plus en plus fermés. Pour travailler beaucoup avec eux, quand même, ils sont vraiment en mode, il n'y a rien qui sort d'un hôpital. À la rigueur, ça rentre, mais tout est fermé. Mais si jamais, ça peut être aussi, on imagine, un éditeur qui va copier une base pour faire une migration et la base de données, elle se promène quelque part. On peut avoir des données qui ont été mal pseudonymisées parce qu'en fait, ok, il n'y a plus le nom, prénom, mais quand on retrouve le médecin généraliste qui vous suit et puis la date d'une prise de sang, on arrive à savoir qui vous êtes. Et avec ce genre de choses, on peut retrouver les résultats. Et donc, il y a tout ce côté sécurité. Et donc, au niveau de la sécurité, eh ben, nous, au niveau dev, eh ben, ce qui nous intéresse, c'est d'aller regarder aussi de suivre les bonnes recommandations, celles de l'OASP, par exemple, où là, on sait qu'on va devoir gérer les droits utilisateurs, qu'on va devoir séparer nos environnements, on va faire des audits, voilà, pour aller vérifier que tout se passe bien, et donc travailler avec des choses telles que tu me les cites aussi, attends, parce que voilà, je suis stressée en anglais, ça marche moins bien. Les list privilege, les data segregation, defense in depth et ce genre de choses, on va vraiment travailler sur la partie sécurité. Et c'est notre job, surtout quand on est sur des données sensibles. Bon, là, on a mis le paquet, parce que là, on est sur la sécurité, donc c'est à la fois du règlement, des normes, et là, on peut en rajouter, mais on va mettre les deux principales. Donc, effectivement, on va retrouver le règlement sur la protection des données, donc le RGPD. On va aussi retrouver la norme sur le management de la sécurité de l'information avec la 27001, qui est souvent accompagnée dans la santé avec l'HDS, qui est hébergement de données de santé. Donc là, en fait, ces normes-là, elles vont traduire vos exigences, cette fois-ci en obligations. Parce que c'est vraiment, en santé, on a vraiment besoin en fait, d'être obligé en fait, de protéger ces informations-là. Donc comme l'a dit Montaigne, ça va être tout ce qui est contrôle d'accès, chiffrement, journalisation, séparation des environnements. Et donc par exemple, ce que l'OASP appelle list privilege, voilà, l'HDS, lui, va l'appeler gestion des habilitations. Ce qu'on appelle log d'accès, le RGPD, lui, va l'appeler preuve de consentement. Et donc en fait, on voit bien ces équivalences, et on vous en a mis en bonus aussi à la fin, on va toutes les citer maintenant, mais on en a quand même un petit paquet en bonus à la fin. Ce qu'il faut juste retenir, c'est que le RGPD va rajouter en plus une dimension humaine. Parce que dans la donnée, justement, ce n'est pas seulement un asset à protéger, à sécuriser, c'est aussi une vie. Et c'est là que dans le médical, la sécurité n'est pas qu'une mesure technique, ça ne va pas être que sur l'infrastructure, mais ça va être aussi une condition de confiance. Et c'est là que vos bonnes pratiques de dev vont commencer un peu à aller sur des exigences aussi éthiques. Et pour terminer, maintenant, ça y est, l'IA, elle est dans nos vies. Après, dans le médical, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'il y a de l'IA. D'accord, les premières IA en France, c'était sur la détection de tumeurs, cancer du sein, l'Institut Curie à Paris, ou ce genre de choses. Et donc, l'IA, on la connaît, les médecins en ont l'habitude, et pourtant, les médecins peuvent aussi se dire « mais c'est bizarre, là. En fait, ça fait un certain temps, au début, ça marchait bien, maintenant, ça marche moins bien. » Est-ce que ça existe vraiment dans la réalité? Oui, ça existe vraiment dans la réalité, en fait. La dérive au niveau des algos, c'est possible. Et par exemple, ça a été documenté. Il y a certaines publications donc il y a certaines publications qui montraient que, par exemple, sur des radios thoraciques, avec la même IA, mais dans deux environnements différents, elle ne fonctionnait pas pareil. Donc le même patient qui pouvait l'avoir à un endroit ou à un autre n'aurait pas les mêmes résultats. Ou alors une mise à jour du logiciel de radiologie entraîne une modification au niveau des comportements de l'IA. Donc voilà, c'est ce qu'on fait aussi quand on fait du produit en dev. On va essayer de suivre les usages de nos fonctionnalités. On va essayer de voir comment ça évolue sur le terrain. Est-ce que ça change des comportements, etc. Et c'est le discovery, le continuous discovery. Exactement. Dans le réglementaire, je ne vais rien vous apprendre. En fait, c'est vraiment pareil, sauf que sous des termes différents. Donc là, par exemple, sur cette partie-là, le continuous delivery, ça va être ce qu'on appelle, nous, la surveillance après commercialisation. Donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on met le dispositif sur le marché, il faut continuer à le suivre. Donc, vérifier les performances réelles, les dérives, comme a dit Montaigne, les biais aussi, la qualité des données.
Donc on va revoir tout ça et tout ça en fait est justement drivé, enfin gouverné par un des règlements. Le règlement, s'il y en a un à retenir, c'est celui-ci, c'est le plus important. C'est le règlement européen des dispositifs médicaux. Donc c'est lui qui gouverne un peu tout ce dont je viens de vous parler jusqu'à présent et qu'on peut retrouver aussi sous l'appellation MDR, parce qu'on a IAACT, MDR, donc voilà. Ça marche. Ouais. Et le MDR, lui, en fait, il va vouloir suivre les effets cliniques de ce produit. Et son voisin, l'IAACT, il va vouloir vérifier en fait, et suivre les décisions qui sont prises et les datasets utilisés. Pour conclure, parce que là c'est la dernière minute, on est un petit peu... Ok, voilà. ça marche. Alors tout simplement, tout ce qu'il faut retenir, c'est que vos bonnes pratiques de dev, la manière dont vous développez aujourd'hui en prenant les bonnes pratiques, ce sont déjà des exigences réglementaires. Alors demain, quand vous mettez un produit sur le marché et que vous avez respecté des pratiques de dev, de bonnes pratiques de dev, le produit il est à la fois innovant, sûr et conforme. Vous avez sorti un produit qui peut être en fait un dispositif médical. Donc voilà, c'est un vrai argument pour vous qui voulez mettre des bonnes pratiques de dev en place dans vos entreprises. Allez leur dire aussi que quand vous faites ça, vous faites du réglementaire. Okay, donc là, si vous voulez des correspondances, elles sont là. Et juste la bonne nouvelle pour la fin, c'est quand même, il y a un test génétique qui est sorti cette année qui s'appelle EndoTest, justement, pour détecter l'endométriose. Et donc, on a pris en charge par la Sécu 25 000 tests à peu près dans une centaine de centres pour justement tester et puis améliorer la prise en charge de cette maladie. Voilà. Merci beaucoup. Et tous les feedbacks, allez-y. C'est l'heure, c'est ça? Des questions où on bouge. Ouais. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Vous pouvez venir nous voir juste à la sortie. Merci. 2 questions? Une? Ouais, allez, si quelqu'un a des questions, donc allez-y. Bon, après, vu qu'on est stressé, si vous n'avez pas de questions, ça nous va aussi. Hein, je veux dire. Mais allez-y, il n'y a pas de problème. C'est bon pour vous? Okay. Super. Merci beaucoup. Merci.